Le K2, surnommé la montagne sauvage, est réputé pour être l'un des sommets les plus dangereux à gravir en raison de ses itinéraires abrupts, de sa météo imprévisible et d'un taux de mortalité élevé. En fait, l'Everest offre une voie plus facile que le K2, mais l'année 2024 a changé l'ascension du K2 à jamais. Des réglementations environnementales et de sécurité plus strictes, des avancées technologiques, jusqu'à un changement complet de la culture de l'alpinisme, ces évolutions sont en train de redéfinir l'avenir du K2, la rendant plus accessible, mais même avec un taux de réussite plus élevé, la montagne reste imprévisible. La discrétion des spectateurs reste recommandée. Le K2K2 se trouve dans la chaîne isolée du Karakoram. En 2024, d'importants changements ont été introduits dans la réglementation des permis pour l'ascension du K2. Cette décision résulte de préoccupations croissantes sur la surpopulation, la sécurité et l'impact environnemental lié à l'augmentation de l'activité humaine sur la montagne. Au cours des dernières années, le K2 est devenu de plus en plus populaire parmi les alpinistes, ce qui a entraîné une ruée vers les expéditions et une augmentation correspondante du nombre de permis délivrés. Cependant, cette popularité a entraîné de nombreux défis nécessitant une attention urgente pour assurer la sécurité, la durabilité et l'intégrité de la montagne. L'une des raisons de la mise en place de règles plus strictes sur les permis était la surpopulation, mais surtout en raison des événements de 2023. Si vous êtes alpiniste ou connaissez le K2, vous avez sûrement entendu parler de cet accident controversé. C'était le 27 juillet 2023, une journée tragique gravée dans la mémoire dure et impitoyable du K2. Mohamed Hassan, porteur d'altitude de 27 ans, originaire du village isolé de Tissar dans le Gilgit-Baltistan, au Pakistan, faisait partie de ceux qui affrontaient la célèbre section du goulet d'étranglement. Un couloir raide à plus de 26 000 pieds où le danger s'accroche comme le givre à chaque centimètre de roche et de glace. Hassan, porteur local, avait été engagé pour aider des alpinistes à atteindre le sommet. Avec un salaire dérisoire et peu d'équipement, il était l'un des nombreux héros méconnus risquant leur vie pour les rêves des autres. Contrairement aux alpinistes, bien équipés qui l'accompagnaient, Hassan n'avait ni équipement de pointe ni protection que les plus aisés utilisaient contre les conditions extrêmes de la montagne. Le gouvernement pakistanais a publié un rapport indiquant que M. Hassan grimpait avec 15 installateurs de cordes. Tous étaient des Sherpas népalais expérimentés de diverses équipes commerciales, alors que Hassan n'avait aucune expérience de l'alpinisme ou de la haute altitude, ayant seulement randonné autour du K2 et du Spantik, ce qui est très différent de l'ascension. Il portait un pantalon ordinaire et une veste pendant qu'il grimpait entre les camps 2 et 3. Contrairement au reste de l'équipe, il n'avait pas de combinaison en duvet, pas d'oxygène supplémentaire ni de casque pour se protéger sur cet itinéraire dangereux. Après avoir grimpé dans l'obscurité après minuit, ils se sont approchés de la partie la plus dangereuse de l'ascension du K2 sur la voie Abruzi. Alors que l'équipe franchissait le goulet, un passage tristement célèbre, situé juste sous le sérac menaçant qui a déjà coûté la vie à de nombreuses personnes, la catastrophe s'est produite. Hassan portait des cordes et du matériel sur un sentier étroit, sur une pente de neige raide de 70 degrés appelée la traversée. De plus, une violente tempête de neige a éclaté. À environ 26 000 pieds, alors qu'il gravissait un terrain escarpé dans l'obscurité enneigée, Hassan a perdu pied sur la glace traîtresse. Il est tombé en un instant, s'est retrouvé suspendu dans les cordes au-dessus d'une section exposée du goulet. Ce qui a suivi fut une scène déchirante et controversée. Toute l'équipe a vu M. Hassan tomber d'environ 16 à 22 pieds verticalement. Avec des avalanches qui se produisaient autour d'eux et une tempête de neige qui se formait, l'équipe chargée de fixer les cordes a continué à travailler vers le sommet. 2 Sherpas sont restés en arrière pour tenter de ramener Hassan, mais ont échoué. Ils ont finalement rejoint le reste de l'équipe, laissant Hassan suspendu la tête en bas. Simultanément, environ 200 alpinistes montaient vers le sommet depuis le camp 3. Certains de ces 200 alpinistes ont décidé d'aider Hassan. L'alpiniste norvégienne Kristin Harila et son équipe, incluant Tenjin, Lama, Sherpa et le photographe Gabriel Tarso-Silva, se sont arrêtés dans l'entonnoir sous la traversée. Ils ont vu M. Hassan suspendu à la corde fixe devant. Ils ne pouvaient pas aider, mais ils ne pouvaient pas non plus simplement passer.
En s'approchant, Tarso a entendu des gémissements et trouvé Monsieur Hassan suspendu la tête en bas, sans combinaison d'altitude, casque, gants ni oxygène. Le rapport signalait qu'il était ainsi depuis plus d'1 heure. Tarso, Tenjin et Hassam Chigri, le compagnon de Monsieur Hassan, ont installé un système de poulies 3-1 avec leur matériel d'escalade. C'est le système d'avantage mécanique classique des sauveteurs. Grâce à leur empathie et à leur collaboration, ils l'ont ramené sur le sentier principal. Harila et Tenjin sont partis enquêter sur une avalanche qui avait frappé l'équipe de fixation des cordes, laissant Tarso, son compagnon et un autre Sherpa de 8K Expedition avec Monsieur Hassan. Le rapport mentionnait que l'abdomen de Monsieur Hassan avait été exposé à un froid extrême, ce qui, combiné à sa position tête en bas, avait entraîné une accumulation importante de liquide dans son corps, réduisant ainsi ses chances de survie. Tarso a noté que Monsieur Hassan était en hypothermie et qu'il avait probablement les 2 jambes cassées à la suite de la chute. Malgré la tempête de neige, Tarso a tenté de sauver Monsieur Hassan. Il a partagé son oxygène, donné des gants et de l'eau chaude, mais Monsieur Hassan était resté non réactif. En plus de cela, la tempête rendait la communication par radio difficile. Tandis que Tarso s'occupait de lui, des alpinistes demandaient à passer pour continuer. Je ne sais pas ce qu'il en est des montagnes et des alpinistes, mais on entend toujours ces histoires de gens qui passent à côté d'un grimpeur mourant ou blessé sans aucune pitié. Tarso, manquant d'oxygène et peu habitué à l'altitude, risquait sérieusement de mourir s'il n'en trouvait pas vite. La source la plus proche était un Sherpa de leur équipe plus nombreuse de Seven Summits Trek, qui se trouvait plus haut sur la montagne avec une bouteille supplémentaire. Alors que Tarso quittait Monsieur Hassan, il déclara « En voyant ses yeux presque sans éclat, j'ai compris qu'il ne restait peut-être plus d'espoir pour Muhammad Hassan. » Muhammad Hassan est décédé tôt le matin. Le rapport présente une liste détaillée des changements requis aux anciens règlements d'escalade. Il a reconnu l'impact du décès de Monsieur Hassan sur sa famille et a recommandé que les autorités locales leur versent une compensation. Bien que non précisé dans le rapport, Monsieur Hassan aurait utilisé son argent pour acheter du matériel et intégrer l'équipe de cordistes pour subvenir aux besoins de sa famille de 4 personnes et de sa mère diabétique. Le rapport a également indiqué que l'opérateur touristique Leila Peak Expedition a enfreint plusieurs règlements en ne fournissant pas l'équipement adéquat aux porteurs d'altitude, High Altitude Porter, en engageant un porteur d'altitude inexpérimenté et en ne fournissant pas l'assurance requise. En conséquence, ils ont été interdits d'exercer au Pakistan pendant 2 ans. Gabriel Tarso a reçu une lettre pour avoir sauvé la vie de Monsieur Hassan cette nuit-là. L'affaire de Monsieur Hassan a choqué la communauté de l'alpinisme et l'humanité en général. Son histoire ne concernait pas seulement l'alpinisme. C'est l'histoire d'une personne motivée qui n'a même pas pensé à sa propre vie pour subvenir aux besoins de sa famille, d'une autre qui se souciait plus de l'humanité que de son objectif et d'un système entier qui avait besoin de changer. L'histoire de Monsieur Hassan explique pourquoi les règles sont désormais plus strictes. Vous voyez, contrairement au mont Everest, qui a un itinéraire bien établi et réglementé, le K2 est célèbre pour sa difficulté extrême, son temps imprévisible et son terrain dangereux. Malgré ces défis, l'attrait de gravir l'une des montagnes les plus difficiles du monde n'a cessé de croître, entraînant une forte augmentation du nombre d'alpinistes chaque saison. La hausse du nombre d'alpinistes a entraîné une forte surpopulation, notamment au goulet d'étranglement et à l'éperon des Abruzzes. Ces sections, avec passages étroits et ascensions techniques, compliquaient le passage sécurisé pour de nombreux alpinistes. La surpopulation à ces points critiques a augmenté le risque d'accidents, de retard et même de décès, car les alpinistes sont souvent obligés d'attendre pendant des heures dans des conditions glaciales, exposés aux avalanches et aux chutes de pierres. Ces retards peuvent être dangereux car ils exposent les alpinistes aux conditions difficiles de la montagne pendant de longues périodes, augmentant ainsi le risque d'épuisement, d'hypothermie et de mal aigu des montagnes. Dans certains cas, les alpinistes ont été obligés d'attendre pendant des heures dans des températures glaciales, incapables d'avancer à cause du nombre de personnes devant eux. Cette congestion accroît les risques physiques et exerce une pression psychologique, car les alpinistes s'inquiètent de parvenir au sommet dans les délais ou avant un changement de météo. Les inquiétudes de sécurité ont cru avec le nombre d'alpinistes novices sur K2.
À mesure que de plus en plus de personnes ont manifesté de l'intérêt pour l'ascension de la montagne, des alpinistes de différents niveaux de compétences se sont joints à la foule. L'arrivée de nombreux alpinistes moins expérimentés a causé plus d'accidents et de sauvetages, mettant sous pression guides locaux, équipes de secours et ressources limitées en altitude. La nécessité de multiplier les opérations de sauvetage mettait non seulement la vie des alpinistes en danger, mais aussi celle des sauveteurs, créant ainsi un cercle vicieux dangereux qu'il fallait absolument résoudre. Pour résoudre ces problèmes, le gouvernement a instauré de nouvelles règles de permis en 2024. Cela a modifié la gestion des expéditions d'alpinisme sur le K2. Le gouvernement pakistanais a collaboré avec des groupes d'alpinisme internationaux et des acteurs locaux, mettant en place plusieurs mesures pour limiter la surpopulation, renforcer la sécurité et réduire les dégâts environnementaux. Le gouvernement a surtout réduit le nombre de permis délivrés chaque saison. Les autorités ont fixé une limite stricte au nombre d'alpinistes autorisés sur K2, réduisant ainsi de manière significative le nombre par rapport aux années précédentes. Nous ignorons combien de personnes ont été autorisées à gravir le K2 cette saison, car le Pakistan ne communique pas ces données. Selon les reportages, environ 175 personnes ont été autorisées. Près de 50 personnes ont atteint le sommet cette saison. Par exemple, l'équipe Imagine Népal, expédition K2 2024, composée de 8 alpinistes internationaux et de 10 Sherpas népalais, a atteint avec succès le sommet du mont K2, le deuxième plus haut sommet du monde, le dimanche 28 juillet 2024. Si environ 50 personnes ont réellement atteint le sommet, cela signifie que seulement 28% des personnes qui ont tenté d'escalader le K2 ont réussi. C'est plutôt faible, même pour une montagne difficile comme le K2. Cette limite visait à contrôler le nombre d'alpinistes, réduire la congestion et diminuer le risque d'accidents liés à la surpopulation. En limitant le nombre d'alpinistes, les autorités veulent rendre la montagne plus sûre et gérable, facilitant la circulation des grimpeurs et évitant les dangereux goulets d'étranglement, responsables de retards et de risques. En plus de réduire le nombre de permis, si cela ne suffit pas, les nouvelles réglementations imposent des exigences plus strictes aux alpinistes souhaitant d'obtenir un permis. Désormais, pour cette expédition, vous devez prouver votre expérience en haute altitude, vos compétences techniques et votre condition physique. Ce changement vise à s'assurer que seuls les alpinistes qualifiés et expérimentés sont autorisés sur K2, afin de réduire les accidents et le besoin de secours. Les règles s'imposent désormais des guides certifiés et du personnel de soutien pour renforcer la sécurité et garantir une supervision experte. Pour réduire l'impact environnemental, de nouvelles réglementations imposent une gestion plus stricte des déchets. Les alpinistes doivent non pratiquer la non-trace, emportant tous leurs déchets, même humains, hors de la montagne. De lourdes amendes sont prévues pour non-respect, et les alpinistes doivent se verser une caution remboursée uniquement s'ils ramènent tous leurs déchets. Les règles prévoient également des missions de nettoyage plus fréquentes pour enlever les débris de la montagne, impliquant à la fois des bénévoles locaux et internationaux afin d'aider à restaurer l'environnement du K2. Bien que ces règles plus strictes soient importantes pour protéger l'environnement du K2, elles ont créé de nouveaux problèmes pour les alpinistes. Pensez-y, vous luttez déjà contre la haute altitude qui fait que 5 pas semblent en valoir 500. Et en plus de cela, vous devez transporter tous vos déchets, y compris les déchets humains, en montant et en descendant la montagne. Ce poids rend l'expédition plus difficile. L'obligation de verser un dépôt remboursable pour la gestion des déchets suscite des avis partagés, certains alpinistes doutant de la faisabilité du respect de ces règles dans un environnement isolé et difficile. De plus, bien que les amendes et sanctions visent à décourager les infractions, elles ne sont pas toujours efficaces en haute altitude, où l'application des règles est difficile et les ressources limitées. On a déjà évoqué plusieurs expéditions illégales sur cette chaîne. Mais bien que ces réglementations visent à améliorer la sécurité, à réduire la surpopulation et à protéger l'environnement, elles ont également entraîné certains défis et effets inattendus. L'une des conséquences immédiates a été la réduction du nombre d'alpinistes autorisés sur le K2 chaque saison. Cette réduction a intensifié la concurrence entre alpinistes et compagnies d'expédition pour les permis restreints, faisant augmenter le coût de l'ascension. En conséquence, le prix des expéditions a explosé, certaines agences facturant jusqu'à 69 500 $,
La hausse des coûts a compliqué l'ascension pour de nombreux alpinistes débutants, surtout venant de milieux ou pays moins aisés. Cela risquerait de réduire la diversité et l'inclusivité des prochaines expéditions. La baisse du nombre d'alpinistes a réduit la surpopulation et les problèmes de sécurité, mais a causé des difficultés économiques aux communautés locales dépendantes de cette saison. Beaucoup d'habitants locaux, dont guides, porteurs et personnel de soutien, vivent de l'argent généré chaque année par les alpinistes. Avec moins de permis et d'expéditions, ces communautés subissent une baisse de revenus, suscitant des inquiétudes sur leur stabilité financière et leur avenir. Un autre défi était la hausse de la paperasse pour obtenir un permis avec les nouvelles règles. Les alpinistes doivent désormais passer par un processus de demande plus détaillé et plus long, qui exige beaucoup de documents et des preuves d'expérience. Cela a rallongé les délais d'approbation des permis. Cela frustre alpinistes et organisateurs confrontés à des réglementations complexes. La paperasse supplémentaire a également mis la pression sur les autorités, qui ont besoin de plus de ressources et de personnel pour gérer l'afflux de demandes et s'assurer que tout le monde respecte les nouvelles règles. Alors que cette règle complique un peu la vie des alpinistes, la suivante vient compenser cela, le développement de nouvelles technologies en 2024. Cela a principalement été motivé par le désir de réduire les risques et d'améliorer l'expérience globale de l'ascension du K2. L'une des avancées technologiques les plus significatives a été l'introduction d'outils de prévision météorologique en temps réel. Par le passé, l'imprévisibilité de la météo du K2 était un facteur majeur contribuant à son taux de mortalité élevé. Des tempêtes soudaines, vents violents et avalanches survenaient sans avertissement, surprenant les alpinistes et causant souvent des drames. Seuls les guides expérimentés et les Sherpas savaient prévoir le temps en observant le ciel. Mais si vous avez regardé mes vidéos, vous savez que cela n'a pas arrêté certains alpinistes auparavant. Pour éviter ces risques, les agences météorologiques, en collaboration avec des entreprises technologiques privées, ont développé des systèmes de prévision météorologique sophistiqués, spécialement conçus pour les environnements de haute altitude comme le K2. Les alpinistes ont désormais accès à des prévisions détaillées qui peuvent prédire les changements soudains de météo avec une plus grande précision et rapidité. Vous pouvez recevoir des alertes sur l'arrivée de tempêtes ou des changements de vent plusieurs heures à l'avance, ce qui facilite la prise de décisions importantes comme débuter l'ascension ou se replier. Ces outils exploitent des données satellites, des capteurs au sol et des algorithmes avancés pour fournir des mises à jour météo en temps réel. Vous avez peut-être déjà entendu parler de certaines de ces technologies comme les satellites météorologiques de nouvelle génération tels que la série Geostationary Operational Environmental Satellite Air de la National Oceanic and Atmospheric Administration ou les satellites Sentinel de l'Agence spatiale européenne. Ces satellites transmettent des données aux agences et services météo ainsi qu'aux plateformes de prévision pour produire prévisions et alertes. Si vous n'êtes jamais allé si haut, vous vous demandez peut-être comment les alpinistes obtiennent ces données en altitude. Les alpinistes utilisent souvent des services de soutien d'expédition. Ils soutiennent les alpinistes dans les régions de haute altitude et peuvent également utiliser des données satellites pour offrir des prévisions météorologiques personnalisées et des alertes. Ces services peuvent nous fournir aux alpinistes des mises à jour et des avertissements en temps réel basés sur les dernières observations satellites via des radios haute fréquence à haute fréquence ou des téléphones satellites. Des applications et outils météorologiques modernes utilisent les données satellitaires de nouvelle génération pour fournir aux alpinistes des infos météo précises et récentes. Par exemple, des applications comme mountainforecast.com ou avalanche.org peuvent intégrer ces données dans leurs prévisions. Vous avez obtenu votre permis coûteux, appris les règles, accepté de porter votre équipement en montée et descente et avez une prévision météo détaillée. Maintenant, il est temps pour l'ascension proprement dite. Vous avez besoin d'équipement. Le développement d'un matériel d'escalade amélioré a également été une véritable révolution. En 2024, de nouveaux systèmes d'oxygène avec outils de surveillance numérique ont été introduits. Ils permettent aux alpinistes de suivre leur niveau d'oxygène en temps réel, s'assurant ainsi qu'ils n'en manquent pas au moment critique. Ces systèmes d'oxygène, plus légers et efficaces, améliorent l'endurance des alpinistes et allègent leur charge. Plus d'excuses pour transporter des déchets en montant ou descendant la montagne. On sous-estime vraiment le poids de nos vêtements. Certains vêtements pèsent 18 onces.
Aujourd'hui, en 2024, il existe des vêtements thermiques high-tech et des bottes spécialisées qui protègent mieux du froid extrême et réduisent le risque d'engelures et d'hypothermie. Ces articles sont fabriqués à partir de matériaux comme le graphène et des tissus isolants avancés qui aident à maintenir la chaleur corporelle plus efficacement tout en minimisant le poids, offrant ainsi aux alpinistes une plus grande flexibilité et un meilleur confort dans des conditions extrêmes. L'introduction de ces avancées technologiques a eu un effet profond sur la sécurité et l'accessibilité de l'ascension du K2. Grâce aux outils de prévision météorologique en temps réel, les alpinistes peuvent prendre des décisions plus éclairées quant au moment d'entreprendre leur ascension, réduisant ainsi le risque d'être pris dans des conditions météorologiques mettant leur vie en danger. Ces outils ont aidé à prévenir les accidents dus aux tempêtes soudaines ou aux avalanches, réduisant ainsi le nombre de décès et de blessures en montagne. Ainsi, l'ascension du K2 est désormais plus sûre qu'avant, ce qui motive plus d'alpinistes à la tenter. Des équipements d'escalade innovants, tels que des systèmes d'oxygène allégés et des vêtements high-tech, ont renforcé la sécurité en diminuant la fatigue des alpinistes et en les protégeant mieux de l'environnement hostile. Le poids réduit des nouveaux systèmes d'oxygène permet aux alpinistes de se déplacer plus efficacement et d'économiser leur énergie pour les étapes cruciales de l'ascension. Les outils de surveillance numérique permettent aux alpinistes de mieux gérer leur oxygène, réduisant le risque de pénurie en altitude où chaque respiration est précieuse. En parallèle, la technologie des vêtements permet aux alpinistes de conserver leur chaleur corporelle par grand froid, réduisant le risque de gelures et autres blessures liées au froid. Bien que ces avancées technologiques aient abaissé certains obstacles à l'entrée, les alpinistes doivent réfléchir aux risques et prendre en compte chaque règle. Ces règles, réglementations et technologies ne sont pas des obstacles. Elles existent pour votre sécurité. Pour moi, tenter cette expédition avec toutes ces règles strictes me pousse à bien réfléchir et à me préparer comme pour les Jeux Olympiques. Je ne tenterai l'aventure que quand je serai totalement sûr. La dépendance à la technologie a engendré de nouveaux défis pour alpinistes et organisateurs d'expéditions. Bien que les outils avancés de prévision météorologique fournissent des informations précieuses, ils ne sont pas infaillibles. Des changements météorologiques soudains peuvent toujours survenir et les alpinistes peuvent devenir trop dépendants de la technologie, négligeant les compétences très traditionnelles et l'intuition qui sont cruciales pour survivre en haute altitude. Ces technologies, il y avait toujours un Sherpa avertissant un alpiniste qui regrettait de ne pas avoir écouté, ou qui n'a même pas eu la chance de le regretter de la même manière, alors que les systèmes d'oxygène plus légers et les vêtements high-tech offrent des avantages significatifs, ils ne sont pas à l'abri des défaillances. Les dysfonctionnements techniques, comme une fuite dans une bouteille d'oxygène ou une déchirure dans une combinaison thermique, peuvent avoir des conséquences catastrophiques en haute altitude, où la marge d'erreur est extrêmement étroite. Oui, cette approche rend les expéditions au K2 plus soigneusement planifiées. Chaque détail est pris en compte et adapté à ceux au moins 90% près pour le défi. Le gouvernement pakistanais a examiné en détail tous les aspects des expéditions au K2, mais des avis divergents subsistent. Des alpinistes estiment que la technologie nuit à l'esprit d'aventure et d'autonomie qui caractérise l'alpinisme en haute altitude. Ils pensent que l'ascension du K2 doit relever des défis naturels avec peu de soutien, sans dépendre d'outils et gadgets avancés. Ce débat a divisé la communauté des alpinistes. Certains veulent s'y revenir aux méthodes traditionnelles, d'autres préfèrent les avantages de la technologie moderne. Bien que la technologie ne soit pas traditionnelle, ce prochain changement dans le monde de l'alpinisme peut être considéré comme un retour nostalgique au passé. Vous souvenez-vous des randonnées en terre vierge et du thé partagé avec les habitants? Le monde de l'alpinisme en général évolue d'une conquête individuelle vers une question plus sociale et environnementale. Avant les règles environnementales du gouvernement pakistanais, l'importance des pratiques d'escalade éthique était déjà croissante. Ces pratiques visent à minimiser l'impact négatif de l'alpinisme, à la fois sur l'environnement et sur les communautés locales. L'un des aspects les plus marquants de l'escalade éthique est l'accent mis sur la réduction de l'impact environnemental. Cela inclut des efforts pour nettoyer les zones montagneuses précédemment polluées, ainsi que l'adoption de principes sans trace visant à ne laisser aucune preuve visible de la présence humaine.
Les grimpeurs sont davantage incités à emporter tous leurs déchets, y compris alimentaires et humains, et à préserver les écosystèmes fragiles. Lorsque vous repensez à la dernière fois où vous avez fait une randonnée ou même une promenade, qu'avez-vous ressenti ou pensé en voyant des bouteilles d'eau vides et des sacs plastiques par terre? C'est horrible, non? Et pourtant, on juge ceux qui polluent la nature. Nous nous contredirions si nous agissions comme ceux que nous avons jugés. Par ailleurs, la prise de conscience des effets durables du changement climatique sur les montagnes augmente, entraînant des efforts pour limiter l'empreinte carbone et encourager des pratiques durables. Un aspect clé de l'alpinisme éthique est le respect des cultures et communautés locales. L'alpinisme a longtemps été vu comme une activité occidentale négligeant la valeur culturelle des montagnes pour les populations locales. Aujourd'hui, on reconnaît de plus en plus que les montagnes sont sacrées pour de nombreuses communautés autochtones et que leurs traditions doivent être respectées. Beaucoup d'habitants voient Annapurna comme une divinité et lui adressent des prières. Imaginez que vous êtes en train de prier, de lire votre livre sacré ou de pratiquer une activité spirituelle et que quelqu'un vienne le profaner ou s'en moquer. C'est inacceptable, non ? Le passage à des pratiques d'escalade éthique a eu un impact profond sur l'expérience traditionnelle de l'escalade. Pour certains grimpeurs, ces nouvelles normes représentent une évolution bienvenue car elles sont en accord avec leurs propres valeurs et convictions. Pour d'autres, l'accent sur la responsabilité environnementale et la sensibilité culturelle peut sembler limiter leur liberté d'explorer et de se dépasser. Certains diront que viser une escalade éthique contredit l'esprit d'aventure et de prise de risque lié à l'alpinisme. Que vous soyez d'accord ou non avec ces pratiques éthiques, il est clair que l'escalade éthique prend de plus en plus d'importance au sein de la communauté des alpinistes. Avec l'augmentation du nombre de personnes escaladant des montagnes, il est essentiel d'assurer des pratiques responsables et durables. Nous pouvons tous convenir que la nature est à la fois sauvage, belle et fragile. Ce sont généralement les humains qui essaient d'impacter la nature et non l'inverse. La nature ne fait que réagir à ce que nous faisons. Pour exprimer leur gratitude envers la nature et les communautés locales, de nombreux alpinistes sont motivés à apprendre les coutumes et traditions locales, à obtenir les permis et autorisations nécessaires, à soutenir les économies locales par un tourisme responsable et à préserver la beauté et la majesté des montagnes pour les générations futures. Me croiriez-vous si je vous disais qu'il y a eu un cas malheureux de décès en 2024 malgré toutes ces réglementations ? Les alpinistes japonais Kazuya Hirai, 45 ans, et Kenro Nakajima, 39 ans, seraient tombés sur la face ouest du K2 à environ 24 606 pieds d'altitude. La face ouest n'avait été gravie qu'une fois, par une expédition russe en 2007. Les alpinistes japonais en étaient à leur 4e jour d'ascension. Le journal Down a indiqué qu'un hélicoptère de secours avait retrouvé leur corps. Les alpinistes japonais étaient seuls et non membres d'une équipe commerciale grimpante en style alpin, ce qui signifie aussi qu'ils étaient légèrement équipés, sans oxygène supplémentaire, sans porteur, ni camp ou corde fixe. C'étaient les alpinistes de classe mondiale qui ont reçu le piolet d'or. C'est triste que malgré les progrès en sécurité et en technologie d'escalade, l'attrait et le danger du K2 continuent de coûter des vies. Cela confirme vraiment s'il y a des règles et des règlements ou non. Il y a une attirance mystérieuse à prendre des risques dans des conditions aussi dangereuses. Seuls ceux qui ont répondu à l'appel comprennent cette attirance. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.